Bonsoir et bienvenue dans Décryptage. Pour ce nouveau numéro, nous allons aborder les relations algéro-marocaines et le conflit au Sahara occidental. L'espace maghrébin a connu cet été des évolutions inédites sur ces questions-là. Les deux pays ont rompu leurs relations diplomatiques. Alors, pour quelles raisons Alger et Rabat en sont arrivés là? Quelles sont les conséquences de cette rupture sur la paix et la stabilité de la région? Jusqu'où peuvent aller les tensions entre l'Algérie et le Maroc? Tout de suite, Décryptage. Bonsoir et bienvenue à tous à nouveau. À la table de Décryptage ce soir, Nourdine Joudi, ambassadeur et ancien secrétaire général adjoint de l'Organisation de l'Unité africaine. Bonsoir Monsieur Joudi, merci d'être avec nous ce soir. C'est moi qui vous remercie. Et à la table de Décryptage également, Saïd Ayachi, président du Comité national algérien de solidarité au peuple sahraoui. Bonsoir Monsieur Ayachi. Salam. Merci d'être avec nous. Nous allons, comme je vous l'ai dit en intro, aborder les relations algéro-marocaines. Avec nous ce soir, notre chroniqueuse, journaliste spécialiste des questions internationales qui va nous faire la chronologie de ces rapports et de ces relations algéro-marocaines. Bonsoir Leïla Gertal. Alors Leïla, on en parlait, donc vous allez nous faire la chronologie de ces relations qui ne datent pas d'hier, n'est-ce pas ? Oui, effectivement, quand on parle de la crise ou des relations diplomatiques entre le Maroc et l'Algérie, on se pose beaucoup de questions. Il y a beaucoup de points d'interrogation qui émergent. Donc la crise avec le Maroc ne date pas d'aujourd'hui, mais remonte à très loin dans l'histoire des deux pays. Mais bien sûr, nous allons faire un parcours bref. Donc nous limiterons à la période post-indépendance. Nous irons donc aux années 60, plus précisément en 1963, soit une année à peine après l'indépendance de l'Algérie, fraîchement sorti d'une guerre de libération sans merci avec la France. Le Maroc n'a pas tardé à montrer ses velléités occupationnistes. Celui-ci décide donc, contre vents et marées, de grignoter ouvertement au vu de toute la communauté internationale des territoires algériens qu'il estime siens. Et après plusieurs mois de provocations frontalières intenses, la guerre des sables est lancée. Ce fut le premier coup d'hostilité marocaine déclaré à l'encontre de l'Algérie post-indépendante. La guerre ouverte déclarée dans la région de Tindouf et de Hassi Baïda, elle s'éteindra jusqu'au Maroc. On s'en est suivi alors après le cessez-le-feu de l'OUA. C'est grâce à la médiation de l'OUA qu'il y a eu le cessez-le-feu. L'OUA, c'était donc l'organisation de l'Union africaine à l'époque, c'était ça l'appellation. Une fermeture de la frontière du côté marocain fut un peu le premier coup dans cette rupture des relations diplomatiques du côté marocain. Il y a aussi le Maroc qui a abandonné ses aspirations momentanées à Béchar et à Tindouf. C'est l'arrêt définitif des combats scellés en février 1964. Bien plus tard, en 1975, on se rappelle très bien, le Maroc revient au franc avec une opération ou une offensive nommée Marche verte. Cette fois-ci, il vise le Sahara occidental carrément avec plus de 350 000 hommes ou soldats qu'il dit volontaires marocains. Une agression que la Cour internationale de justice a dénoncée avec ferveur, étant donné que les territoires sahraouis n'étaient pas encore reconnus comme étant liés à la souveraineté du Maroc. La Cour donc reconnaît pour la première fois le droit des Sahraouis à l'autodétermination à l'époque, le processus de décolonisation n'étant pas achevé, dira donc dans ces années l'ONU plutôt. Alors depuis, le Maroc s'est calmé sur le terrain bien sûr, mais n'a pas cessé son travail de sape sur le plan diplomatique. Bien sûr, cible numéro 1 pour ne pas déroger à la règle, c'est l'Algérie. Le Maroc accuse carrément l'Algérie d'être responsable de l'attentat de Marrakech et ça se discute, on verra par la suite. S'ensuit alors l'instauration des visas pour les Algériens et une campagne d'expulsion des Algériens, puis la fermeture des frontières avec l'Algérie, encore du côté marocain. Et puis tout récemment, en 2021, c'est-à-dire l'histoire contemporaine et actuelle, une nouvelle escalade pointe son nez dans les relations diplomatiques entre les deux pays, avec cette sortie des plus inattendus du représentant donc diplomatique marocain aux Nations Unies. Il évoque tout simplement son soutien, je cite, au peuple kabyle et à son autodétermination. Alors, une déclaration chargée d'hostilité à l'égard d'Alger, ça ne se cache pas. La diplomatie algérienne dénonce après plusieurs mises en garde. En août,
2021, la sentence tombe. L'Algérie annonce clairement la rupture diplomatique de ses relations avec le Maroc. C'est la conséquence d'une série d'attaques incessantes cachant une volonté de déstabilisation manifeste de la part du Maroc. Voilà. Donc Nabila, c'est un parcours assez bref, je dirais exhaustif, car sur la liste des hostilités marocaines à l'encontre de l'Algérie, je vous assure qu'il y a des dates, il y en a beaucoup. Merci beaucoup, Leïla Gertal, spécialiste des questions internationales, pour cette chronologie. Merci. Et on commence tout de suite ce débat avec vous, Monsieur Djoudi. On vous a présenté, donc vous connaissez bien le Maroc. On a parlé donc de cette chronologie, de la guerre des sables jusqu'à la rupture des relations diplomatiques. Et on va parler de ce traçage des frontières. C'est l'une des frontières les plus hermétiques, celle qui sépare l'Algérie et le Maroc depuis bientôt 30 ans, Monsieur Djoudi. Écoutez, je voudrais d'abord faire 2 remarques préalables. Lorsqu'on parle du Maroc, personnellement, et je crois que notre ami le ministre, la Mamra, a aussi fait cette remarque, nous faisons la distinction entre ce qui est le peuple marocain. C'est un peuple que l'on respecte, c'est un peuple qui nous a soutenus pendant la guerre de libération, d'un côté, et de l'autre côté, le Marzen, qui, à mon sens, représente très peu ce que le peuple pense, pour ne pas dire que pratiquement le peuple lui-même est victime de la politique actuelle du Marzen. Ceci dit, ce qui se passe dans les revendications marocaines sur le territoire algérien, ce n'est pas quelque chose de nouveau, ce n'est pas actuel. C'est tout simplement la continuation d'une très longue tradition chez les différents souverains marocains, les différents sultans, qui ont toujours eu cette politique d'expansion. Je citerai par exemple le fait que déjà au XVIe siècle, en 1591 pour être précis, le sultan du Maroc, qui s'appelait Mohamed Mansour Saadi, qu'on a appelé par la suite Mansour Dahabi, c'est un homme qui avait recruté 6000 hommes pour aller combattre et annexer le royaume de Sonraï, l'empire du Sonraï, qui est le Mali actuel. Oui. Et ces 6000 hommes, dans la traversée du désert, bien sûr, il y a eu des pertes, mais ils ont fini par occuper une partie de l'empire Sonraï parce que, à l'époque, l'empire Sonraï était connu pour ses richesses en sel. Or, le sel pour l'Afrique est plus précieux que l'or. Oui. Et puis, des mines avérées d'or. Et à l'époque, cette expédition voulait étendre donc le royaume de Saadi. On va d'ailleurs regarder une carte que vous nous avez apportée, ce qui date de la fin du XVIe siècle, Monsieur Djoudi. C'est une carte qui montre très bien qu'à l'époque, il y avait plusieurs entités, pour ainsi dire. Par exemple, Mansour Saadi était de Tafilet, mais il en avait d'autres dans le Maroc central, le Maroc du Nord, et il y avait déjà une présence étrangère, présence espagnole, à la fois dans ce qui est le Sahara actuel, Sahara occidental, et le nord du Maroc, la région de Tanger et Ceuta et Melilla viendront après. Mais toujours est-il que ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une différence fondamentale entre l'Algérie, qui, depuis Massinissa, n'a jamais eu de politique expansionniste. Par contre, il y a dans la tradition monarchique marocaine, il y a toujours cette idée d'étendre le territoire marocain jusqu'au détriment de notre pays, de l'Algérie. Et je cite par exemple un témoignage récent de M. Bolton, qui est l'ancien conseiller à la sécurité du président Trump. Bolton avait dit qu'au cours d'une mission, lorsqu'il était ambassadeur aux Nations Unies, dans le bureau du prince héritier, il avait vu une carte. Et cette carte étendait le Maroc sur une très large partie de l'Algérie, pratiquement jusqu'à la partie centrale de l'Algérie, pas seulement Tindouf. Et sans parler évidemment du Sud, et je rappellerai à cet égard que si le roi Hassan II avait été signataire de la charte de l'OUA, il avait fait des réserves sur la Mauritanie qu'il considérait comme étant le Maroc historique qui s'étendait jusqu'au fleuve Sénégal. Donc c'est sur ce fond qu'il faut comprendre l'agression en 1963, donc l'attaque
ce qu'on appelait la guerre des sables. Oui. Je ne parlerai pas de ce qui s'est passé pendant la guerre de libération, où on a même essayé de faire des pressions sur le président Farhat Abbas, rahimahullah, pour essayer de lui faire signer un document reconnaissant la marocanité de Tindouf. Et évidemment, le président Farhat Abbas les a envoyés sur les roses. Donc, il y a cette volonté permanente d'expansion du territoire. Et là-dessus se greffe une hostilité permanente du Merzen, je le précise. On va en parler. Du Merzen à l'égard de l'Algérie, de ses valeurs, de ses principes et de tout ce qu'elle défend dans le monde pour ce qui est de la liberté des peuples, de leur autodétermination et de leur droit de vivre dans la dignité et dans la liberté. On va en parler justement d'autodétermination. Avec nous en direct de France, Régine Villemont, présidente de l'Association des Amis de la Raste. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Régine Villemont, à défaut de faire valoir ses droits sur le Sahara occidental, le Maroc se tourne vers l'entité sioniste, vers les États-Unis ou encore la France, aussi pour tenter de jouer le rôle de perturbateur dans la sous-région. Agit-il de son plein gré ou serait-ce donc la solde de certaines puissances, Madame Villemont? Écoutez, nous, ce qu'on observe, si vous voulez, c'est que la présidence de Trump, qui s'est terminée par ce geste d'échanger la marocanité du Sahara contre l'appui du Maroc à Israël, était particulièrement grave et particulièrement scandaleuse. Et moi, j'ai le sentiment, si vous voulez, que ça a davantage, actuellement, ça dessert davantage le Maroc que ça ne l'a servi. Ça a fait croire au Maroc que tout était arrivé, que ça y est, ils avaient enfin gagné depuis 45 ans ce qui réclame leur souveraineté au Sahara occidental. Ils l'avaient gagné grâce à ce Trump et ça les a entraînés à faire beaucoup de bêtises. Alors, est-ce que la France a joué un rôle dans cette affaire-là? Peut-être, je n'en sais rien. Nous, ce qu'on sait, si vous voulez, c'est que la France, quels que soient les gouvernements en place, malheureusement, ont toujours privilégié l'allié marocain, ont toujours privilégié les intérêts financiers, économiques qu'ils peuvent avoir au Maroc. On a aussi affronté en France un lobby marocain dans les mondes culturels, dans les mondes économiques, qui est extrêmement puissant. Et donc, est-ce que la France a joué un rôle? Je ne pense pas avec la décision de Trump. En tout cas, elle joue un rôle au Conseil de sécurité pour conforter la position marocaine, c'est évident. Très bien. Monsieur Ayachi, vous voulez peut-être intervenir sur la même question. Restez avec nous, Madame Villemont. Oui. Certainement. Je voudrais juste compléter avec la permission de mon aîné, l'ambassadeur Judy, c'est que tout simplement, après les références historiques tout à fait importantes pour comprendre l'actualité, il y a cette carte du Maroc qui est dans les manuels scolaires. Oui. Et qui est, dont la promotion est faite par un parti politique officiel, l'Istiqlal en l'occurrence, et qui précisément veut faire valoir ses prétentions expressionnistes du régime marocain. Quant à votre question, pour moi, il ne fait aucun doute qu'aujourd'hui, et les Sahraouis le disent à haute et intelligible voix, la France est devenue le problème dans la résolution du conflit du Sahara occidental. La France, par un soutien aveugle, un soutien injustifié, va à l'encontre du droit international. La France qui se dit patrie des droits de l'homme, la France gêne la protection et le respect des droits de l'homme qui sont quotidiennement, massivement violés au Sahara occidental contre des civils sahraouis. Ceci avec les rapports documentés, avec les témoignages vérifiés de nombreuses ONG internationales, et pas des moindres, ONG internationales, Human Rights Watch, Frontline, la Fondation Kennedy, le département d'État US, le Parlement européen. Tous les jours, il y a violation des droits, des droits de l'homme au Sahara occidental. J'en veux qu'aux preuves qu'à ce moment même, aujourd'hui, depuis 11 mois, la militante Sultana Khaya, sa sœur et sa famille vivent un calvaire innommable dans leur appartement à Boujdour, au vu et au su de la communauté internationale. La question qui nous interpelle aujourd'hui, c'est pourquoi la France protège le Maroc en refusant d'élargir le mandat de la MINURSO à la protection et au respect des droits de l'homme, ce qui permettrait quand même aux civils sahraouis d'être occupés, mais sans violation des droits de l'homme. Deuxièmement, ce qui est important,
C'est pourquoi aujourd'hui il n'y a aucun rappel à l'ordre, il n'y a aucune sanction contre le Maroc dans ces violations des droits de l'homme. Et troisièmement, maintenant qu'il y a un poison qui s'appelle Israël, qui est installé dans la région, cela menace la paix, la sécurité, la stabilité, et surtout, bien entendu, ne croit faire conforter le Maroc dans ses prétentions d'annexion du Sahara occidental. Alors, Madame Villemont, si vous êtes toujours avec nous. Je voudrais. Oui. Bonjour Saïd. Bonjour. On connaît bien là ta grande détermination à dénoncer ce qui est important à dénoncer. Tu as raison que c'est vrai que la pauvre Sultana Raya, elle est dans une situation bien difficile. Nous pensons aussi, nous, aux prisonniers politiques sahraouis qui sont dans les prisons marocaines, qui sont très loin de leur famille. Nous avons l'écho régulièrement par la femme de l'un d'eux, Nama Asfari et Claude. Et c'est vrai qu'ils sont aussi dans des situations vraiment bien difficiles. Et que tous ces militants de Gdemizik qui sont en prison depuis près de 10 ans maintenant, ou plus de 10 ans maintenant, vivent vraiment dans des conditions difficiles et sont très très loin de leur famille, ne peuvent pas avoir de visite. Et nous-mêmes, Claude, on s'est bagarré avec elle a fait une grève de la faim pour aller voir son mari, etc. etc. Et c'est vrai, si vous voulez, que la France, au prétexte de respecter la souveraineté marocaine, ne fait pas grand-chose, sinon rien, pour que Claude puisse rentrer au Maroc et aller visiter son mari. Mais si vous voulez, je voudrais quand même terminer mon intervention parce que il faut aussi essayer de dégager de l'actualité ce qui est positif. Si vous voulez, là, ce qui me semble vraiment important, c'est que la justice européenne, à travers l'arrêt qu'elle a rendu ce 29 septembre par son tribunal sur la question des accords entre l'Union européenne et le Maroc au niveau du commerce et de la pêche, je trouve, a rendu comme une espèce d'hommage, si vous voulez, en tant que juge, en tant que tribunal, à la grande capacité du Polisario et de la RALD de suivent leur chemin en cohérence pour petit à petit, compte tenu de ce qu'ils sont, de leur faible nombre, compte tenu de la difficulté de leur lutte, en toute cohérence et petit à petit, et en gagnant à chaque fois une étape, que ce soit au niveau de l'ONU, de son Assemblée générale, du Conseil de sécurité et maintenant au niveau de l'Europe, eh bien c'est un hommage rendu à cette exigence, à cette cohérence de respect de la justice et du droit international pour qu'enfin ce droit international leur rende justice, leur rende leur droit et leur permette de s'autodéterminer et de choisir leur indépendance en toute liberté. Moi, c'est ça que j'ai entendu, si vous voulez, avec l'arrêt du tribunal de l'Union européenne. Ça prendra encore sans doute du temps. Ça sera encore des années d'exil pour les Sahraouis. Ça sera encore des années d'occupation pour ceux qui sont restés au Sahara occidental. Oui. Mais je crois que l'arrêt du tribunal de justice de la Cour européenne, qui conforte ce qu'a dit la Cour européenne en 2016 et en 2018, eh bien, prépare des chemins qui sont très importants et surtout prépare de l'incertitude économique alors que le Maroc ne veut que du business en ce qui concerne le Sahara occidental et ses relations avec l'Afrique noire. Donc je crois que l'Algérie a bien joué en privant le Maroc de son gaz, parce que c'est sur le business qu'il faut toucher, et la France, malheureusement, ne touche pas trop au business au Maroc. Mais bon, l'important, c'est que l'Union européenne prenne des décisions, que sa justice prenne des décisions, et que grâce au travail que l'on mène, grâce à l'Algérie, bien sûr, et que ces décisions de justice prennent corps sur le terrain et fassent avancer vraiment les choses sur le terrain. Voilà. Merci beaucoup, Régine Villemont, présidente de l'Association des Amis de la Race. Bonne suite à vous pour l'émission. Au revoir. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Joudy, on en parle justement. Pourquoi la France vole toujours au secours de la monarchie ? Écoutez, je disais tout à l'heure qu'il fallait faire attention à ne pas mélanger le peuple et certains de ses dirigeants. J'ai cité le cas du Maroc, mais je citerai également le cas de la France. Lorsque, pendant la guerre de libération, il ne faut pas oublier que si les dirigeants français de l'époque tenaient absolument à maintenir cette Algérie française, avec le soutien, bien sûr,
d'une extrême droite. Mais il ne faut pas oublier que nous avions, dans le peuple français, nous avions des Français de valeur qui nous ont aidés, ceux qu'on a appelés, par exemple, les porteurs de valises, ou bien des artistes comme Serge Reggiani, ou alors même les jeunes gens du contingent qui se couchaient sur les rails pour ne pas aller combattre en Algérie. Donc il y avait une différence entre l'État français et le peuple français dans son ensemble. D'ailleurs, la meilleure preuve étant que le général de Gaulle a bien essayé de garder l'Algérie française. Mais seulement il s'est heurté à une espèce d'idée géniale de la part de ceux qui ont déclenché la lutte de libération nationale. Ils n'ont pas retenu comme seul critère la lutte armée, sachant pertinemment que dans une guerre asymétrique, nous ne pouvions pas, nous, Algériens, dans le cadre dans lequel nous activions, nous ne pouvions pas mener l'armée française à une défaite similaire à celle de Dien Bien Phu. Donc, l'objectif en réalité était de faire subir des pertes sérieuses à la France dans tous les domaines, de manière à la forcer à reconnaître la représentation du FLN comme seul représentant du peuple algérien et de forcer la France à s'asseoir à la table de négociation, donc à être forcée à se retirer de l'Algérie, qu'elle le veuille ou pas. Et là, De Gaulle a lâché, non pas parce qu'il aimait l'Algérie, loin de là, mais en tant que nationaliste français. Il a vu que la France s'écroulait petit à petit économiquement. Les 4 milliards de francs quotidiens sur la guerre de libération, les 4 milliards de francs, je veux dire, qu'il dépensait en termes militaires, les pertes en hommes, etc. Sur le plan international, un isolement qui commençait à se faire autour de la France. Rappelez-vous l'attitude du jeune sénateur Kennedy, futur président, qui soutenait l'idée de l'indépendance de l'Algérie, le cas de Tito, etc. Oui. Donc, mais ce que les gens oublient peut-être, c'est que dans l'accord de protectorat, qu'on appelle l'accord de Fès, qui a été signé entre le sultan du Maroc et la France, il y avait un article qui stipulait que la France s'engageait à protéger le sultan, sa famille, ses descendants et ses successeurs. Cet accord a été ratifié par les deux assemblées françaises, par l'Assemblée nationale et par le Sénat, et ce fameux accord, cette fameuse décision de la France n'a jamais été abrogée ni au lendemain de l'indépendance du Maroc, ni à l'heure actuelle. Donc, si vous voulez, il y a toujours cette espèce de donnée du protectorat qui est toujours, aux yeux des Français, qui est valable. Maintenant, il y a d'autres facteurs, évidemment, parce que l'Algérie gêne. L'Algérie est un pays qui ne s'est pas plié à ce que voulait l'ancienne puissance coloniale, c'est-à-dire remplacer le système colonial par un système autre, mais toujours de domination culturelle, politique, etc., etc. Donc, cette Algérie, et je citerai par exemple ce qu'a dit un analyste récemment, aujourd'hui, l'Afrique est considérée comme étant le continent de l'avenir. Et toutes les grandes puissances sont derrière l'Afrique, sont à la recherche de l'Afrique. Que ce soit les États-Unis, la Russie, la Chine, la France, la Grande-Bretagne, mais l'Algérie constitue un passage obligé et en même temps un obstacle dans la mesure où l'Algérie n'a jamais cédé sur le plan du principe, sur le plan de la défense des droits des peuples, à l'indépendance et à la dignité. Et c'est pour ça que l'Algérie a toujours été fidèle à ces principes, non seulement pendant la guerre de libération, parce que souvenez-vous, c'était pendant la guerre de libération que nous avons commencé à former des combattants africains. Oui. Et que la révolution algérienne ne s'est pas arrêtée en juin 1962, elle continue toujours. C'est une révolution qui est toujours permanente. Elle a créé un engouement et une prise de conscience au niveau de tout le continent africain et jusqu'à d'autres possessions loin de l'Afrique, comme par exemple Timor de l'Est, qui était colonisé par un pays ami, l'Indonésie, et que l'Algérie a soutenu sur les mêmes principes, quelle que soit l'amitié que nous avions avec l'Indonésie, aussi bien que le Belize. Donc il y a ces principes qui gênent et qui sont soutenus constamment par la France actuellement, qui continue à être une espèce de parrain. Et lorsque je dis la France, je dis bien le gouvernement français.
et qu'il ferait bien de faire très attention parce qu'actuellement, Israël, l'entité sioniste, est en train, très doucement, en train de se substituer aux Français. Un jour, les Français se réveilleront comme de mauvais cauchemars en voyant l'entité sioniste les remplacer comme protectorat et essayer de s'infiltrer partout en Afrique. Très bien, Monsieur Joudi. Maintenant, je vous pose la question à vous. Monsieur Ayachi, aujourd'hui, l'entité sioniste est à nos frontières. Est-ce que cela représente un danger pour la paix, la sécurité, la stabilité de la région? Il ne fait aucun doute que le décret scélérat de Trump a permis une transaction criminelle sur le dos des peuples palestiniens et sahraouis. La normalisation qu'a effectuée le Maroc avec l'entité sioniste ne regarde que le Maroc. Le problème, c'est qu'elle introduit un poison qui s'appelle Israël, qui est maintenant à nos frontières. Et l'Algérie reste, probablement avec la Syrie, le dernier pays à ne pas avoir plié le genou devant l'entité sioniste. Et donc Israël, maintenant installé à nos frontières, n'aura de cesse que de nous faire plier, de vouloir nous faire plier. Il sait très bien que les enfants de novembre ne sont pas faciles à gérer. Et bien entendu, il va utiliser tous les moyens, je dis bien tous les moyens, pour venir concrétiser son objectif. Et évidemment, on peut craindre que, justement, dans le cadre de cette stratégie de faire plier l'Algérie, il utilise carrément le gouvernement marocain, c'est-à-dire l'armée marocaine contre l'Algérie. L'Algérie, bien sûr, saura garder la raison nécessaire pour ne pas avoir un conflit ouvert avec le voisin marocain, mais l'entité sioniste fera tout pour envenimer les relations, fera tout pour déclencher une lutte fratricide entre le Maroc et l'Algérie. Et évidemment, on peut craindre que Israël trouvera aussi d'autres incitateurs à ce conflit qui évidemment menace la paix, la sécurité, la stabilité dans la région. Et Monsieur Joudi, vous êtes donc spécialiste de l'Afrique, vous avez travaillé sur, pour et en Afrique. Donc quelle pourrait être la contribution de l'Union africaine dans la résolution du conflit du Sahara occidental? Écoutez, je ne suis pas un spécialiste de l'Afrique, je suis un militant de l'Afrique, ce qui est quelque peu différent. Non, je crois que si l'on relit la charte de l'OUA ou que l'on relit la charte de l'Union africaine, l'Union africaine est tenue par un certain nombre d'engagements. Au titre de ces engagements, il y a notamment le soutien à la Palestine, mais il y a également et surtout le problème de la décolonisation de la moindre parcelle du continent africain. Et dans leur grande sagesse à l'époque, la constitution de l'OUA, il a été inscrit le principe de l'intangibilité des frontières héritées de... Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas que simplement le problème de frontière entre l'Algérie et le Maroc. Si la porte était ouverte aux revendications frontalières, vous aurez d'innombrables conflits en Afrique. Entre, par exemple, le Cameroun et le Nigeria, entre le Nigeria et le Bénin, entre le Ghana et la Côte d'Ivoire, entre le Mali et le Burkina Faso, etc., etc. Donc, on avait bien saisi à l'époque quel était l'enjeu pour l'Afrique de demain. C'est-à-dire qu'il fallait lutter pour l'indépendance, il fallait débarrasser de l'Afrique de toute trace du colonialisme et de l'apartheid et de maintenir les pays africains indépendants dans les frontières qu'ils ont héritées du colonialisme. Ça, c'est un point extrêmement important et c'est un point sur lequel l'Algérie insiste. Et je crois qu'en préparation justement du prochain sommet de février des chefs d'État, je crois que le président Tebboune et le ministre des Affaires étrangères, la Mamara, ont été très clairs sur ce point. Qu'il fallait absolument que les chefs d'État, en février, prennent leurs responsabilités, et toutes leurs responsabilités. Nous avons réussi à éliminer l'apartheid. Mais comme disait à l'époque, je me souviens, un chef d'état-major de l'ANP qui avait dit que nous avons battu militairement le fils, mais qu'il en est resté des... L'intégrisme. Eh bien, l'apartheid est mort en Afrique du Sud. Mais par contre, l'apartheid vit et survit constamment en Israël. Pas seulement à l'égard des Palestiniens, qui sont considérés comme des sous-hommes, mais à l'égard des Israéliens eux-mêmes, puisque
ceux qui se disent les Ashkénazes, c'est-à-dire les Israéliens d'origine européenne, méprisent les séfarades qui sont d'origine soit nord-africaine, soit des pays arabes. Et il faut dire une chose à propos de l'Algérie. J'ai vécu au Maroc, notamment à Marrakech. Je sais qu'à Marrakech, il y avait un ghetto qu'on appelait le Mellah, avec des murs, des portes, etc. Donc il y avait cette espèce de cloisonnement. Alors que l'Algérie a été le seul pays, je dis bien le seul pays musulman et arabe qui a fait élire un juif comme maire. J'allais dire comme vous le savez, mais vous étiez né, même moi je n'étais pas né à cette époque-là. Mais à l'époque, tout le sud algérien était sous contrôle militaire. Oui. Et les autres, les civils, étaient sur les 3 départements français, entre guillemets, d'Oran, Alger et Constantine. Bon, qu'est-ce qui s'est passé à la Goîte pendant l'occupation française? Lorsque les militaires ont compris qu'il fallait quand même donner une petite image de respectabilité, donc il fallait une administration. Et les Français avaient décidé, à ce moment-là, de faire élire un maire français, donc un pied noir acquis à la cause du colonialisme. Tous les Harch autour de la ville de la Goîte se sont réunis, ils sont allés trouver un juif du nom de Lehlou, ils l'ont mis à Burnous et ils l'ont fait promener dans tous les souks. C'est devenu le maire de cette. Vous voyez, lorsqu'on parle de l'antisémitisme, alors que l'Algérie a été un pays qui a toujours défendu toutes les religions, y compris la religion juive, puisque les Juifs étaient partie de notre peuple. Nous avions des Juifs berbères depuis des siècles et des siècles. C'est le fameux décret Crémieux qui a voulu absolument séparer les Juifs des musulmans pour avoir un outil supplémentaire contre la masse majoritaire musulmane. Et c'est comme ça qu'ils ont voulu faire des Juifs. D'ailleurs, il y a des Juifs qui ont refusé. Ce Lehlou, qui a été maire, qui après avoir quitté l'Algérie est allé en France, eh bien à Paris, il s'est enfermé dans un appartement jusqu'à sa mort en disant qu'on m'a enfermé avec une petite plante d'appartement qui ne remplace pas mon palmier. Nous avons d'autres exemples. Genassia, un jeune juif de Ténès, à l'âge de 17 ans, qui a rejoint l'ALN et qui est mort dans le combat contre les paras, qui a été shahid. Alors, l'Algérie a tout donné la preuve que c'était un pays digne de l'héritage du prophète, Mohammed, et qu'ils n'ont jamais fait, ils ont toujours respecté les autres religions. D'ailleurs, en dehors des juifs indigènes d'Algérie, n'oubliez pas que les juifs qui ont été victimes de la Reconquista en Espagne sont venus se réfugier chez nous, jusqu'à Constantine. Donc il y a, vous voyez, cette... Monsieur Jouti, pour revenir donc au Maroc, comment expliquer l'acharnement du Maroc contre l'Algérie, d'autant que sur le conflit sahraoui, l'Algérie s'est toujours rangée du côté de la légalité du droit international avec impartialité. L'Algérie, elle, a toujours été fidèle à ses principes, à des principes millénaires. C'est quelque chose de génétique chez les Algériens. On a toujours été, en tant qu'Algériens et en tant que musulmans, nous avons toujours été d'une générosité exceptionnelle à l'égard des autres peuples. Nous avons toujours défendu les autres peuples, quel qu'en soit le prix. Et nous avons payé le prix lorsque nous avons commencé à aider les Mozambicains, les Angolais, etc., ou bien l'ANC. Nous avons payé le prix par certaines restrictions, etc., que nous opposaient les amis de la France et de la Grande-Bretagne ou le Portugal colonialiste. Alors, il y a ce principe qui est absolument auquel nous attachons une importance. Le Maroc, comme je l'ai dit au début, excusez-moi, le Makhzen plutôt, le Makhzen voit ses intérêts du trône, et rien d'autre que les intérêts du trône, pas celui du peuple marocain. Et il voudrait à cet égard s'afficher comme étant la grande figure du monde arabe. D'ailleurs, vous savez qu'un petit incident qui est très significatif, lorsque le roi s'est attribué le titre de Amir al-Mu'minin. Pourquoi? Parce que lorsque nous avons eu la conférence des non-alignés ici à Alger, au temps du regretté président Boumedienne, dans l'ordre protocolaire, et le protocole est extrêmement important dans la vie diplomatique,
Le président Boumedienne, tous les chefs d'État s'étaient réunis dans une salle du Club des Pins, et puis le président Boumedienne devait rentrer le premier avec Haïlé Sélassié et puis les autres chefs d'État. Hassan II a exigé de rentrer le premier. Et le président lui a dit, je suis désolé, mais le doyen d'âge, c'est Haïlé Sélassié, il est empereur. Il a dit, moi, je suis émir des croyants. Il a dit, je suis désolé, lui est le roi des rois. C'est l'empereur. Et le Shah d'Iran, lui aussi, se dit Shahanshah. Alors, restons sur des principes civilisés, c'est-à-dire le respect de l'âge, le respect de l'ancienneté. Et c'est le Shah d'Iran, l'empereur d'Éthiopie qui rentrera le premier, suivi des autres dans l'ordre de préséance. Et à telle enseigne que Hassan II a décidé de partir seul avant tout le monde, d'aller s'asseoir à sa table avant que les gens... Vous voyez, il y a eu toujours cette espèce de volonté de leadership. De leadership. Et ce qui les gênait, justement, c'était l'autorité qu'a eu l'Algérie sur le plan moral en Afrique. La révolution algérienne a eu un impact extraordinaire sur l'Afrique. Comme me le disait le général Obasanjo, l'ancien président du Nigeria, qui me disait que l'Algérie a été le flambeau de l'indépendance de l'Afrique. Et ça ne se digère pas de l'autre côté. Tout à fait. Alors, M. Ayachi, on a vu beaucoup, donc on en parlait, l'acharnement du Maroc concernant la soi-dite question de récupération de ces territoires au sud, donc du Sahara occidental, alors qu'on a vu très peu d'intérêt porté à la récupération, cette fois-ci réelle, de ces territoires occupés de la Ceuta et Melilla, enclave espagnole en plein territoire marocain et qui conserve toujours les noms arabes. Une politique à géométrie variable, M. Ayachi? Certainement. Cela dénote tout simplement... D'abord, d'un certain côté, l'irresponsabilité des dirigeants marocains quant à la conduite de leur politique internationale d'une part, et d'autre part, de leur façon d'apprécier le droit international. Les présides de Ceuta et Melilla et de l'île de Persil sont des enclaves espagnoles conclues dans un traité entre le Royaume du Maroc et l'Espagne. Exactement. Et le Maroc respecte, comme par hasard, cet accord avec l'Espagne. Et jusqu'à maintenant, ces enclaves existent et sont des territoires. On dit que la frontière de l'Europe commence à Ceuta et Melilla, et pas après Gibraltar. Par contre, pour le Sahara occidental, pays d'ailleurs dont toutes les juridictions internationales reconnaissent le distinguo entre les territoires du Sahara occidental et le Maroc, c'est-à-dire que la frontière internationalement reconnue du Maroc s'arrête à Ouattenoun, le Maroc dit que ce sont les provinces du sud du Maroc, alors que, bien entendu, le droit international a déjà, sur les tablettes de l'ONU, enregistré les territoires du Sahara occidental comme pays non autonomes. La Charte des Nations Unies est très claire sur le problème qu'aux pays non autonomes, c'est-à-dire les pays colonisés, doivent bénéficier d'un référendum d'autodétermination, et que le Maroc ne reconnaît pas ces situations de droit international, alors que là, sous le contrôle de mon aîné, l'ambassadeur Djoudi, non seulement le roi Hassan II a promis l'autodétermination au peuple sahraoui, ses représentants, Rida Guidira et beaucoup d'autres, dans des assemblées à l'OUA, ont reconnu l'autodétermination du peuple pour le peuple sahraoui. Ce n'est qu'après que Hassan II a essuyé 2 tentatives de coup d'État qu'il a retourné kazakh sous l'incitation de son protecteur, la France, pour dire que maintenant, je vais créer un abside de fixation pour mon armée et réaliser l'unité sacrée politique intérieure autour de ce dossier, ce qu'il a fait depuis 1975. Malheureusement, le droit international est contre lui. Et dans tous les cénacles, dans tous les forats internationaux, on dit, mais enfin, le problème du Sahara occidental est un problème de droit très clair. Pays colonisé, référendum d'autodétermination. Le Maroc, par un discours d'amalgame, de confusion, mensonger, tout simplement rejette la responsabilité sur l'Algérie, en disant, mais c'est l'Algérie qui a inventé ce conflit. C'est l'Algérie qui a inventé le Front Polisario. Mon problème, moi, c'est avec l'Algérie, c'est pas avec les Sahraouis. Sauf que les Marocains, enfin, le régime marocain, oublie qu'il a signé un cessez-le-feu avec un partenaire, un protagoniste, un adversaire qui est reconnu, identifié, qui s'appelle le Front Polisario. Le Maroc a été invité et il a concédé à des négociations avec le Front Polisario, pas avec l'Algérie.
Selon la formule diplomatique consacrée, nous sommes un pays intéressé et non concerné par le conflit. Et par conséquent, quand maintenant le Maroc veut absolument responsabiliser l'Algérie de cette impasse dans laquelle il se trouve, bien entendu, il trouve malheureusement, et je le répète à haute et intelligible voix, il trouve en la France un soutien de poids en tant que membre permanent du Conseil de sécurité pour faire durer le calvaire et les souffrances du peuple sahraoui, alors que le droit est très clair concernant la résolution du dossier. Je suis de ceux qui pensent que si la France se canalise dans une neutralité, on ne lui demande pas de soutenir les Sahraouis, on lui demande seulement de respecter le droit international comme la France se dit être un pays de droit et de démocratie. Si la France adopte une position de neutralité dans le conflit sahraoui, le conflit sera résolu dans l'année qui suit. Sauf que la France, maintenant, contre vent et marée, soutient mordicus le Maroc dans cette aventure colonialiste qui, évidemment, d'un autre siècle et qui est condamnée par toute la communauté internationale, sauf que les protecteurs du Maroc ne facilitent pas la résolution du conflit. Tout à fait. Et M. Ayachi, après la nomination donc, de Demistura en tant qu'envoyé personnel, du secrétaire général de l'ONU, quelles sont les perspectives dans le dossier du Sahara occidental ? Je suis, Madame Nabila, je suis très pessimiste pour ma part. Je suis très pessimiste quant aux perspectives qui s'ouvrent. Vous savez, la résolution 2602 qui a émané du Conseil de sécurité dernièrement est la pire des résolutions qui a jamais été faite pour le conflit du Sahara occidental. Elle est très déséquilibrée en faveur du Maroc. Elle est injuste pour le peuple sahraoui. Parce qu'on veut mettre sur un pied d'égalité les violations que commet le Maroc quotidiennement au Sahara occidental avec de prétendues préoccupations sur les droits de l'homme dans les camps de réfugiés sahraouis. Lorsqu'on sait que dans les camps de réfugiés sahraouis vivent jour et nuit 15 représentants d'ONG internationales et européennes en particulier avec les Sahraouis. Il y a des représentants du PAM et du SCR dans les camps de réfugiés. Il ne peut pas y avoir de violation, en tout cas caractérisée, des droits de l'homme dans les camps de réfugiés sahraouis, alors que c'est le cas au Sahara occidental. Et la résolution 2602 met sur un même pied d'égalité les violations commises par le Maroc avec de prétendues violations de droits de l'homme dans les camps de réfugiés. Et donc, par conséquent, elle est tendancieuse aussi, cette résolution, parce qu'elle veut entraîner l'Algérie, comme l'exige le Maroc, comme étant un partenaire dans les discussions sur la résolution du conflit. Nous sommes, encore une fois, un pays intéressé et pas concerné. Et donc, les Sahraouis ont demandé, la direction politique sahraoui a demandé qu'il soit établi pour M. Demistura un agenda, un calendrier de travail, c'est-à-dire des étapes avec des dates pour arriver tout simplement au référendum. Or, le Conseil de sécurité, que fait-il ? Il désigne de M. Demistura et rien d'autre. C'est-à-dire M. Demistura. J'espère me tromper, je voudrais me tromper. Mais M. Demistura risque de connaître le même sort que ses prédécesseurs qui sont également des gens de haut calibre. Quand je dois citer James Baker, Christopher Ross ou Kohler, qui est l'ancien président de la République fédérale d'Allemagne, qui toutes, face à des entraves, à des embûches, à des manœuvres dilatoires, à des pressions, M. Kohler a subi des pressions, ont toutes jeté l'éponge et par conséquent, et je crois que M. Demistura risque de connaître le même sort. Tant qu'il n'y a pas cette volonté politique, tant qu'il y a cette inertion, cette inaction au sein du Conseil de sécurité pour faire valoir le droit international, et seulement le droit international. Et M. Joudy, donc le conflit sur le Sahara occidental et bien d'autres sujets qui ont mené à la rupture des relations diplomatiques entre Alger et Rabat. Donc ces ruptures diplomatiques sont particulièrement coûteuses pour le Maroc sur le plan économique. On a l'Algérie qui décide de fermer l'espace aérien aux civils et aux militaires et a décidé de ne pas renouveler le contrat sur la coopération énergétique avec le régime marocain. Écoutez, si vous le permettez, je voudrais juste ajouter un point d'information à ce que notre ami vient de dire avant moi. C'est que les faits tangibles sont quelquefois beaucoup plus valables que ce qu'on peut lire. La charte des Nations Unies est claire. Mais si le Sahara était marocain, comme le Barzin le prétend, comment se fait-il que les Nations Unies aient donné le statut d'observateur au Front Polisario qui participe au débat sur la question de Qatar? Comment se fait-il
que la France, dont on dit que le gouvernement français, on dit qu'il perpétue le protectorat sur le Maroc, mais il n'empêche qu'il y a un bureau du Front Polisario à Paris. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des faits qu'on ne peut pas nier et qui vont dans le sens précisément du respect de la justice internationale et contre la reconnaissance de la marocanité. Ceci étant dit, je reviens à votre question. Sur le plan économique. Sur le plan économique, l'Algérie a été d'une patience infinie. Je connais peu de pays qui auraient essayé, malgré toutes les provocations, malgré tout ce qui était inacceptable, de tenter de sauver ce qu'il y avait à sauver, c'est-à-dire les relations entre deux peuples qui partagent la même ethnie, la même religion, la même langue, etc. Mais il arrive un moment où il y a une ligne rouge qu'il ne faut surtout pas dépasser. Lorsque le Maroc a dépassé cette ligne rouge, lorsque Omar Filali, qui était connu pour sa haine de l'Algérie, déjà lorsqu'il était représentant du Maroc à Genève, lorsqu'il se permet, par un document officiel, distribué aux membres des pays non alignés, pour défendre l'indépendance d'une région algérienne. D'ailleurs, les Kabyles ont bien réagi, ils lui ont mis, comme on dit vulgairement, son nez dans son caca. Mais cette manière de soutenir le démembrement d'un pays souverain et voisin, qui plus est, eh bien, l'Algérie, encore une fois, a tendu une dernière perche au Maroc. Notre ministre, la Mamara, s'est adressé directement au gouvernement marocain, en disant, bon, certains prétendent que c'est une incartade, c'est simplement une bêtise de leur représentant des Nations Unies, mais ne connaissant les structures de la politique marocaine, Omar ne pouvait jamais faire un acte de ce genre s'il n'avait pas reçu d'instructions claires et précises du roi, Mohamed VI, et de son ministre des Affaires étrangères qu'on appelle par ironie Baroueta et qui n'est rien de plus qu'effectivement qu'une charrette que l'on traîne. Bon. Il y a donc cette énorme patience de l'Algérie. Mais la fierté du peuple algérien a des limites. Et c'est pour ça que finalement, l'Algérie a été contrainte et forcée de décider souverainement, puisque vous ne voulez pas, malgré tout ce que nous faisons pour essayer de sauver la paix dans cette région, eh bien, nous avons décidé de rompre les relations diplomatiques. Si ça s'était arrêté là, puisqu'on avait eu déjà une première rupture du fait du Mersenne, peut-être qu'on aurait pu avoir une petite lueur d'espoir. Mais c'est que le Maroc a continué par d'autres attaques, par d'autres... Vous savez, cette guerre de quatrième génération qui s'appuie beaucoup sur les médias. Les médias n'ont jamais cessé de faire la publicité de l'agressivité du Maroc. Alors, ce qui est assez curieux, c'est qu'il y a à peine 48 heures, un journal israélien reprend les paroles d'un officiel israélien dénonçant l'Algérie comme pays agresseur qui provoque le Maroc, etc., qui veut la guerre. Vous voyez, c'est-à-dire que la victime devient l'agresseur. Vous voyez un peu la manip qu'on est en train de faire au niveau de la procédure. Et ce que cette fois-ci, on a dit au Maroc et à ceux qui le soutiennent aussi. Basta. Ça suffit. Maintenant, c'est clair. Le ministre des Affaires étrangères a été chargé par le président d'adresser une note officielle à toutes les organisations à laquelle nous appartenons, les Nations Unies, la Ligue arabe, la Conférence islamique, etc. Toutes ont été notifiées en disant les faits maintenant sont clairs. On est arrivé à un stade où le Maroc utilise des drones de combat contre des civils. Et assez curieusement, moi ça ne m'étonne pas du tout, c'est que je n'ai vu aucune chaîne de télévision, aucune radio française qui parle des 3 civils algériens assassinés par une attaque d'un engin de guerre. Aucune. Alors même pas au niveau de nos amis du Golfe.
Justement, Monsieur Joudi, les premiers éléments de l'enquête sur l'assassinat de ces 3 ressortissants au Sahara occidental près de Bir el-Ahlou indiquent clairement donc l'implication de la main de l'occupation marocaine dans ce qui a été qualifié de crime barbare. Face à un tel regain de tension, existe-t-il un risque que le conflit ouvre à un conflit ouvert entre les 2 pays? Écoutez, je ne suis pas dans les secrets du président de la République ou du ministre des Affaires étrangères. Je pense que notre gouvernement actuellement, le président de la République, le ministre des Affaires étrangères, le gouvernement, les services de sécurité, etc., sont en train de réfléchir. Ce sont des gens qui ont le sens de leurs responsabilités, qui ne réagissent pas de manière impulsive, comme on aurait que certains le disent, qu'il faut attaquer les Marocains, qu'il faut chasser les Marocains du territoire algérien. Non, non. Ils réfléchissent posément et le président a promis une chose et il l'appliquera. Ce sera dire que le crime ne restera pas impuni. Je vous rappellerai simplement une parole qui avait été dite à l'époque où l'Algérie a joué un rôle extraordinaire dans la libération des otages français de Téhéran, des otages américains de Téhéran, que personne n'avait réussi à faire. L'Algérie a réussi à les faire libérer. Et à son retour, le ministre des Affaires étrangères de l'époque, c'est Mohamed Ben Yahya, devant tout un parterre de journalistes qui lui ont demandé des questions, des précisions, etc. Quelle a été sa réponse? Il a dit, messieurs, les meilleures des opérations ne se font pas nécessairement sous la lumière des projecteurs. Voyez, ne demandez pas à une armée, par exemple à l'ANP, de vous dire qu'est-ce qu'elle prépare, elle. J'ai un ennemi en face, j'étudie la situation dans le fond, les conséquences à court, à moyen, à long terme, etc., etc. Le gouvernement fait la même chose. Il faut faire preuve de patience. Et je sais que le gouvernement ne laissera pas ça impuni. Mais entre-temps, c'est un appel que je voudrais lancer. Il faudrait dire que nous, en tant que société civile, parce que je parle en tant que citoyen, je n'ai aucune autorité en tant qu'ambassadeur ou je n'ai aucun rôle dans l'administration ou dans le gouvernement, je dis en tant que simple citoyen qu'il faut que l'on soit conscient des dangers qui guettent l'Algérie actuellement. La seule chose qui peut nous sauver, c'est notre solidarité et notre prise de conscience. Il y a beaucoup d'Algériens qui ne sont pas encore conscients de la réalité du danger. Et je rappellerai par exemple qu'en 1963, il y avait une guerre civile entre le FFS et la présidence assurée par le président Ben Bella. Mohamed El Haj, qu'est-ce qu'il a fait? Lui qui dirigeait la guerre des Kabyles contre le gouvernement central. Malgré le fait que sa tête était mise à prix, il a réussi à venir incognito à Alger. Il est allé directement au bureau de Boumedienne, qui était vice-président, ministre de la Défense, pour lui dire « Ce qui nous sépare, on le réglera entre nous. Mais pour l'instant, ce qui est important, c'est la défense de l'Algérie. » C'est un exemple remarquable. Eh bien, je souhaiterais, à mon tour, qu'aujourd'hui, chaque Algérien, quel que soit son degré de connaissance ou son statut, que chaque Algérien soit conscient du fait qu'aujourd'hui, nous sommes face à un danger extrêmement grave qui menace notre souveraineté. Nous avons les moyens de nous défendre, mais nous n'avons pas, il faut éviter que nous ayons encore des pertes humaines et des pertes matérielles. Alors j'en appelle à notre peuple. Seule la solidarité et la prise de conscience peut nous sauver. Merci Monsieur Joudi. Nous arrivons presque à la fin de notre émission. Je vous laisse le mot de la fin de votre côté, Monsieur Ayachi. Donc il y a 11 ans, à un jour près, le 8 novembre 2010, ont eu lieu les événements tragiques de Iqdim Izik. Iqdim Izik, oui. Nous fêtons, enfin nous commémorons, nous nous souvenons qu'il y a 11 ans, des Sahraouis pacifiques se sont rassemblés à 15 km de l'Ayoun pour organiser un camp de revendication, tout simplement, pacifiquement encore une fois, et qu'ils ont été attaqués avec une brutalité, une sauvagerie inouïe de la part de l'administration marocaine d'occupation, occasionnant des morts, brûlant les tentes, des dizaines et des dizaines de blessés, et au final, 20 Sahraouis qui aujourd'hui encore croupissent
dans les geôles marocaines, condamnés à 30 ans et à perpétuité pour avoir tout simplement revendiqué leur cause sahraoui. Donc la leçon à tirer, c'est un peuple qui résiste, et un peuple qui résiste, il reste invaincu. L'histoire n'a pas enregistré de peuples résistants qui ont été vaincus quand il s'agit de la dignité, de la liberté et de l'indépendance. Merci beaucoup, Monsieur Ayachi. Je rappelle que vous êtes président du Comité national algérien de solidarité au peuple sahraoui. Merci d'avoir été à la table de décryptage. C'est moi qui vous remercie. Monsieur Djoudi, je vous laisse très très rapidement le mot de la fin. Jusqu'où peuvent aller les tensions entre l'Algérie et le Maroc? Jusqu'où? Peuvent aller les tensions entre l'Algérie et le Maroc? Écoutez, tout dépend des acteurs de cette tension, notamment le Maroc. Si ceux qui soutiennent le Maroc n'attirent pas son attention sur la gravité de son comportement, s'ils continuent à le soutenir dans cette voie, c'est là où réside le grand danger. L'Algérie, pour sa part, bien qu'elle ait tous les moyens de répondre et de répondre avec une brutalité inouïe, l'Algérie se retient de tout acte qui pourrait mener à des actes irréversibles. Et je dirais que dans cet ordre, il ne faut pas oublier que les meilleurs experts militaires, américains entre autres, ont classifié l'Algérie comme étant une armée extrêmement puissante, une armée qui avait un matériel très performant, moderne, et qui avait surtout une formation extraordinaire. Et ils savent très bien que s'il n'y avait pas cette armée, nous aurions certainement été attaqués depuis longue date, mais aujourd'hui, ils savent très bien que toute attaque contre l'Algérie se terminerait par une situation pire que l'Afghanistan, peut-être même pire que le Vietnam, parce que l'Algérie est un os qui est très difficile à digérer. Merci beaucoup, Nordine Djoudi. Je rappelle que vous êtes ambassadeur et ancien secrétaire général adjoint de l'Organisation de l'Unité africaine. Merci à tous les deux d'avoir été avec moi. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve mardi prochain pour un nouveau décryptage.